T'es toujours aussi radin? Non, pas du tout. Je te rappelle que tu m'as largué la veille de mon anniversaire pour pas m'offrir de cadeaux. C'est une coïncidence. Vous avez des bulots? Une assiette de bulots. Oula, ça va peut-être faire un petit peu trop une assiette. Vous les faites à l'unité, les bulots? François, j'ai quelque chose à vous demander. Bonsoir, vous êtes-vous reconnu dans ces scènes du film Radin de Danny Boone? Pas vraiment. À vrai dire, j'aurais certainement plus de chances d'obtenir un oui de votre part si je vous demande si vous reconnaissez quelqu'un de votre entourage dans ces extraits. Car nous l'avons constaté lors de la préparation de cette émission, le radin ce n'est jamais soi-même, mais toujours son voisin. Rares sont ceux qui osent parler de leurs propres difficultés à sortir le portefeuille au moment de l'addition à la fin d'un bon repas entre amis. Mais que signifie exactement être radin? À quel mécanisme obéit votre mari, votre collègue ou votre fille, connus pour leur aversion à la dépense? Après avoir vu cette émission, vous allez sans doute être un peu plus indulgent avec ceux qui nous agacent tant. Bienvenue dans la tête d'un radin. C'est l'or. En Suisse, 80 000 personnes suivent ce site. Autant de radins? Nous avons posé la question à son concepteur. Mais au fond, est-ce que chaque Suisse n'a pas un côté radin? Il est l'or. L'or de se réveiller. Faites vos jeux. Avez-vous peur de perdre? Vous accumulez plus que de raisons? Nos expériences vous permettront de découvrir les mécanismes psychologiques qui expliquent les travers de la radinerie. Il faut peut-être, oui, penser à l'avenir et garder des vivres pour plus tard et pas tout des munitions pour pas tout dépenser sur l'instant. À chaque fois que j'ouvre cette armoire, j'ai l'impression que j'étouffe. Consommer moins, posséder moins, le courant minimaliste a le vent en poupe. Les minimalistes d'aujourd'hui seraient-ils les radins d'hier? En plus, c'est du plastique. Ça, c'est pratique. Si je dois être radin pour dire au monde non, tes objets, je les veux pas, là, oui. Mais tout de suite, entrons dans la tête d'un homme qu'on a accusé d'être radin, un vrai. Au début des années 2000, je suis un conseiller en placement financier, en place depuis déjà une bonne douzaine d'années. Mon quotidien, c'est de voir des clients, de contacter des clients, de leur proposer des placements, des réunions d'équipe. Durant toute cette époque-là, je suis le moteur principal dans le sens des revenus financiers de la famille, même si mon épouse travaille aussi. Et l'argent, il sert à payer les études des enfants, et puis surtout aussi avec l'envie d'économiser, clairement. Je suis très organisé, c'est que je mets de côté, je mets des rubriques, je fais des provisions sur tout ce qui pourrait bien nous arriver dans cette famille. Si mes enfants ont besoin d'un appareil dentaire, je vais mettre de côté quelques milliers de francs dans le but de dire au cas où ça arriverait, l'argent est déjà de côté, pas de mauvaise surprise. Un jour, autour de la table, alors que nous mangeons en famille, mon fils, en face de moi, je me souviens, me regarde et dit « Papa, c'est un radin ». Et là, c'est vraiment un choc pour moi. Et puis le deuxième choc, c'est le grand silence et aucun de mes deux autres enfants ne dit le contraire. Mon épouse ne réagit pas non plus. Et là, ça a été vraiment un moment de grande solitude pour moi. Le mot radin est tellement fort, est tellement connoté en quelque sorte que c'est insupportable à se voir comme radin. Avec un tout petit peu de recul, je me dis, mais s'il pense de moi que je suis un radin, peut-être bien qu'il pense que je ne l'aime pas. Peut-être bien qu'il associe le fait que j'ai de la peine à être généreux sur certains domaines de la vie, en tout cas ceux qui le touchent lui, et qu'il associe ça avec un manque d'amour. Et ça m'est insupportable. Bon, Joël, j'ai comme une question à te poser. Dis-moi.
Qu'est-ce qui t'a fait dire un jour que j'étais un radin? Il doit bien une raison quand même, j'aimerais bien savoir. Bah, c'était probablement vrai à l'époque. Je crois qu'il lance ma canne. Je me souviens même pas de t'avoir dit ça, donc je vois pas. Après, je pense que si t'avais peur pour l'argent à l'époque et que t'étais proche de tes sous, ce qui était le cas vu que tu nous l'as dit, je pense que je le sentais. Et puis que je l'ai sûrement dit avec quelconque raison. Derrière les rires et les sourires, la cicatrice, celle qui renvoie aux blessures de l'enfance. C'est où en fait? Déjà gamin, j'économisais mon argent de poche, donc ça a déjà commencé tout gamin. Et j'ai toujours été celui qui voulait économiser comme un but en soi. Pour moi, ces peurs, elles viennent avant tout de l'enfance. C'est de la peur de manquer, c'est la peur en lien avec le manque de confiance en moi, donc la peur de ne pas être à la hauteur. J'ai eu de la peine à trouver ma place derrière un grand frère qui avait une belle place et qui savait prendre cette place-là. Et moi, j'étais quelque part, je ne sais pas trop où j'avais droit à la place, où j'avais droit de vivre en quelque sorte. Et je me souviens qu'enfant, assez vite, je me suis senti seul dans une famille, tout ce qu'il y a de plus normal, tout ce qu'il y a de plus entouré, mais je me suis senti seul très vite. Marie-Claude François Laugier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aujourd'hui psychologue et psychanalyste, mais dans une autre vie, vous travaillez dans le monde de la finance. La question de notre rapport à l'argent a toujours été au cœur de vos réflexions. Vous avez d'ailleurs écrit des livres sur la question. Un d'entre eux s'intitule « Comment régler ses comptes avec l'argent ». Alors, on vient d'entendre un premier témoignage d'un rapport à l'argent plutôt complexe, un père de famille qui se fait traiter de radin par son fils. Qu'est-ce que c'est exactement la radinerie ? Alors la radinerie, je dirais que c'est l'économie de tous les instants avec le fait de comptabiliser toutes ses dépenses. Et c'est un stade intermédiaire, mais qui peut rester fixe, entre la prudente économie et gestion de ses avoirs ou de ses recettes et la pathologie qui est vraiment l'avarice, qui vous laisse enfermer avec votre trésor. Alors, ce n'est pas une maladie, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même de la souffrance dans cette question-là. Oui, il y a une souffrance dans la mesure où tout doit être comptabilisé et donc que ça entraîne une extrême contrainte quotidienne et une absolue angoisse ou anxiété dès qu'on voit une étiquette et qu'on se dit est-ce que je fais bien d'acheter là ou est-ce qu'il faut mieux que j'aille à côté? Donc ça, l'obsessionnel, il compare beaucoup et finalement il se donne lui-même des contraintes qui prennent du temps. Donc c'est un peu une souffrance. Pas que pour lui d'ailleurs. Alors, pour la famille, c'est une grande souffrance. Et je crois qu'il y a l'un de vos témoins, Christian Junot, qui a exprimé le fait que ce sont ses enfants qui lui ont fait prendre conscience qu'il était un radin et qu'ils en souffraient. Pourquoi ça nous agace tant, les personnes radines ? Les personnes radines, c'est pénible parce qu'on ne peut pas partager vraiment dans une liberté et un naturel qui exclut les comptes immédiats. Il n'y a pas de réel échange, en fait. Il n'y a pas d'échange, parce que c'est quelqu'un qui est, ça peut être un homme ou une femme, hein, bien sûr, qui est obsédé par le fait de ne pas dépenser et d'économiser avec un excès de prudence. L'obsession de dépenser le moins possible et le besoin de faire des économies, pour certains, c'est quasi une activité à plein temps. Ça va peut-être vous surprendre, mais en Suisse, les radins ont leur propre communauté. Radin.ch, un site créé au lendemain de la crise financière de 2008 par un jeune entrepreneur biennois et qui compte aujourd'hui plus de 80 000 membres. On sait les Suisses champions du monde en matière d'épargne, seraient-ils aussi champions de la radinerie et addicts aux bonnes affaires? Ces questions, nous les avons posées au fondateur du site helvétique. Est-ce que chaque Suisse n'a pas un côté radin? La réponse pour moi, elle est claire, c'est oui. Des personnes que je connais qui sont sur le site radin.ch, qui sont sur le forum, qui interagissent, qui ont des salaires aisés, qui partent en vacances, mais ils vont quand même comparer les vols. C'est aussi l'idée de ne pas se faire avoir. Est-ce que c'est de la radinerie de ne pas se faire avoir? Voilà, ça c'est la question. Et votre réponse? Il ne faut pas se faire avoir. Voilà, donc il faut comparer, il faut bien gérer son budget. Et encore une fois, on ne se prive pas. Parce qu'au final, il y a une dépense. Maintenant, dépenser plus ou dépenser moins,
Telle est la question. C'est le côté radin de chacun. Le site, qui a pris son essor il y a 10 ans en pleine crise économique, est visité par une majorité de femmes, souvent mères célibataires, des retraités, des étudiants et des monsieur ou madame tout le monde. On vient y chercher les bons plans pour économiser, des astuces et des concours dûment inventoriés et partagés. Est-ce qu'il faut être radin pour lancer un site comme radin.ch? Oui, ça, elle est pas mal cette question. Alors moi, je suis depuis tout petit, mes parents peuvent en témoigner, je suis fan de Picsou. Est-ce que je suis comme Picsou? Je ne pense pas, il faut demander autour de moi, je suis une personne très généreuse, mais ce côté, on va dire, mieux économiser, optimiser, gérer, c'est un côté que j'aime bien. Oh, ça va? C'est chaud un peu là, j'ai appris une nouvelle hier. Tu vois Fred? Ouais, je vois très bien, ouais. Il est mort. Non. Vous connaissez bien en plus, toi. Ah ouais. Puis il me devait 50 balles en plus, c'est chaud quoi. Enfin ça, on s'en fout, c'est pas important ça. Oui, non mais oui, c'est vrai, t'as On raison, est ouais. radin, peut-être par nécessité, peut-être aussi par... dans des entretiens que j'ai faits, par exemple, certaines personnes se sentaient vraiment bien de faire de l'épargne. Ils disaient quand elles en faisaient pas, elles se sentaient vraiment mal dans leur peau. Donc ça fait partie aussi du bien-être, je veux dire, du Suisse d'épargner. Et on voit que les sommes qui sont épargnées sont énormes. Quel que soit l'âge, finalement, des personnes qu'on rencontre, si on peut faire de l'épargne, on va en faire. Pour la majorité des gens. Le Suisse, un radin, c'est un cliché quand même. Alors radin, il est radin parce qu'il aime épargner. On peut considérer qu'il est radin parce qu'il aime faire des dépenses qu'il estime éclairées. Donc il va comparer les prix, etc. Peut-être plus qu'ailleurs. Par contre, là, si on prend notre troisième dimension de la radinerie, qui est le manque de générosité, là on peut pas dire que les Suisses seraient moins généreux que les autres. A priori, là on est tout aussi généreux que les autres. Donc de ce côté-là, on n'est pas plus radin que nos voisins, par exemple. Erika est maman de 2 enfants. Elle vit avec peu de moyens. Elle est membre de la communauté de radin.ch quasiment depuis ses débuts. Chaque jour, elle passe plusieurs heures sur ce site. Le nom du site ne la choque pas plus que ça. Il faut bien se rendre compte que radin, ça peut avoir une connotation péjorative ou positive. Et moi, je le prends comme positif parce que moi, je ne suis pas du tout une personne radine. Au contraire, je suis une personne très généreuse avec les autres. Dès que j'ai quelque chose, je vais le lui donner. Mais dans la façon d'utiliser notre argent aujourd'hui, on est obligé d'être un peu radin. Erika ne fait pas que consulter les pages du site. Elle les alimente quotidiennement. C'est même une des principales contributrices. En postant sur radin.ch, on touche une petite somme, entre 1 franc et 50 centimes la publication. Ça fait pas énormément d'argent, ça fait un petit billet de 100 francs à la fin du mois, mais c'est toujours agréable pour un bon resto. Là, on est dans une version d'une définition du radin qui est plutôt de lésigner à la dépense, ou en tout cas trouver des moyens pour dépenser moins, tout en essayant d'augmenter son niveau de vie ou d'accéder à des biens, comme elle le dit elle-même, auxquels elle n'aurait pas accès sinon avec les revenus qu'elle a à disposition. Ce qu'on voit aussi, c'est que c'est tout un mode de vie, tout sa journée s'organise autour de ça, autour de ces stratégies d'économie, de ce partage aussi, ce sens de la communauté. Et je pense que c'est aussi un moyen pour elle à la fois d'économiser et puis en même temps aussi de participer à une communauté, d'échanger. C'est peut-être de créer des liens, même s'ils sont virtuels, ils existent. Et je pense qu'il y a tous ces éléments-là qu'on peut observer de ce point de vue du radin qui est celui qui économise en termes de dépenses. Moins dépenser, mais aussi gagner grâce au concours. Pour Erika, c'est une obsession. Elle passe des heures à les traquer, les partager sur le site et y participer assidûment. En 10 jours, elle a gagné un t-shirt, des produits de beauté, des parfums, une montre, un DVD, des bons d'achat et un sac. Je suis accro. C'est-à-dire que si je ne fais pas tous les jours mes concours, je vais sentir comme un manque à l'intérieur de moi.
Donc je suis vraiment obligée de faire chaque jour mes concours, suivre mes bons plans, sinon je vais sentir quelque chose qui ne va pas. Mais c'est une drogue alors? C'est une drogue, on peut dire ça comme ça, ouais. C'est une drogue. C'est une drogue positive. C'est une drogue qui vous permet d'améliorer votre quotidien sans devoir dépenser de l'argent. Voilà, contrairement à toutes les autres drogues. Voleur! Oh voleur! Un assassin! Oh meurtrier! Justice! Juste au ciel! Je suis perdu! Je suis assassiné! On m'a coupé la gorge! On m'a dérobé mon argent! Qui peut s'être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Dans sa version extrême, l'avare a des traits de personnalité très intéressants. Premièrement, il y a une sorte de fétichisation de l'argent ou des possessions en général, qui ont comme une vie autonome. Et chez Harpagon, c'est sa cassette qui est enterrée au fond du jardin, mais qui est son bien le plus précieux, comme si c'était au fait son propre enfant. Et d'ailleurs, à ses yeux, sa cassette est beaucoup plus importante que ses propres enfants. Mais c'est comme une partie de lui-même. Les possessions de l'avare se substituent en quelque sorte à sa propre personnalité, à sa propre vie, si bien que si on tente de lui prendre son argent, c'est comme si on le blessait physiquement, mortellement lui-même, dans son corps. Mon pauvre argent! Mon cher ami, on m'a privé de toi, et puisque tu m'as enlevé, j'ai perdu mon support. Ma consolation, ma joie, tout est fini. Pour moi, je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. C'en est fait. Je n'en puis plus. Je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré. Nous ne sommes pas tous des Harpagons, fort heureusement. Quoique, ne confondons-nous pas, nous aussi, souvent, identité et possession, identité et gain. Dans notre culture européenne, on répugne à parler de sous. Notre rapport à l'argent, c'est tabou. Alors venez par ici. Nous avons voulu le vérifier avec une première expérience toute simple à laquelle se sont soumis 8 volontaires. Bienvenue dans ce casino. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'on va s'interroger ensemble sur notre rapport à l'argent. Dans un premier temps, pour voir dans quelle mesure vous vous sentez à l'aise avec cette thématique, je vais vous demander de donner votre revenu mensuel à la personne à droite. Si vous ne souhaitez pas le dire, ce qui est tout à fait votre droit, il faut simplement lui expliquer pourquoi. Allez-y. Étonnamment, tous ont indiqué leur salaire. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. J'étais pris dans une dynamique de groupe où j'ai pas imaginé de pas le faire. Je sais pas. Puis en sachant de toute façon que c'était dans une oreille, donc une seule oreille. Mais oserions-nous nous confier pareillement à des oreilles totalement inconnues? Si je rencontrais quelqu'un dans la rue, je le dirais pas. Quand on connaît pas les gens, on peut peut-être s'imaginer, je sais pas, est-ce que je gagne trop, plus, moins que lui? Il y a une espèce peut-être de comparaison, ou je pense beaucoup de comparaison. En Suisse, ça se dit pas. Entre mes collègues, on dit pas combien on gagne. En tout cas, personne ne le dit. Pour moi, c'est un signe de respect. Je pense de fait de pas savoir combien l'autre gagne, ça me met moins mal à l'aise. Ça me mettrait dans une situation de grand-petit. Cette idée qu'il y a un tabou par rapport au salaire a quelque chose à voir avec l'idée que les gens se font de leur vrai moi. Quand quelqu'un vous donne, vous dit son salaire, automatiquement vous allez en tirer des conclusions. Hein. Vous allez vous faire une idée dans votre tête sur le comportement de cette personne, sur le lieu où elle habite, sur la manière dont elle vit. Et les gens n'aiment pas trop ça qu'on tire des conclusions basées sur une notion aussi vulgaire que l'argent. Si quelqu'un gagne beaucoup d'argent, inévitablement, il vous dira « mais ça ne change rien à qui je suis vraiment, je sais d'où je viens, j'ai conservé mes valeurs, etc. » Et donc, je pense que les gens rechignent à parler d'argent parce qu'ils veulent plutôt mettre en avant ce qu'ils considèrent, eux, comme étant leur vraie personnalité. Vous verrez rarement un radin dans un casino. Le risque de perdre le rebute trop.
Mais cette crainte nous habite tous à des degrés divers. Vous allez le découvrir à travers une expérience réalisée par des neuropsychologues italiens et que nous avons adaptée. Alors Mélie. Bonjour. Christophe. Nous allons vous proposer maintenant plusieurs paris successifs sous forme de mise avec cette roulette. Nos 8 volontaires se sont vus proposer 3 paris successifs. Pour chaque pari, le joueur doit miser la somme de 20 francs sur le rouge ou sur le noir. Il a donc à chaque fois exactement la même probabilité de gagner, soit une chance sur 2. Le gain possible passe lui du simple au triple, soit 20 francs dans le premier pari, 40 dans le suivant et 60 pour le dernier. Mais une précision d'importance pour commencer, l'argent que vous allez miser, c'est votre argent, ce qui signifie que vous allez gagner ou perdre réellement de l'argent. Cette expérience permet de découvrir quels sont les mécanismes qui nous régissent quand il s'agit de prendre une décision pouvant entraîner une perte ou un gain, et si ces mécanismes peuvent nous aider à mieux comprendre les attitudes radines. Yes! Dans les faits, la majorité de nos volontaires a refusé de tenter les 2 premiers paris, soit la possibilité d'un éventuel gain de 20 ou de 40 francs pour une mise initiale de 20 francs. Vous misez 20 et vous recevez 40 si vous gagnez, ou on vous prend vos 20 si vous perdez. Avec ces conditions, est-ce que vous voulez jouer, oui ou non? Cette condition, non. J'ai pas envie de perdre, même si c'est perdre 20 francs. Ce genre de jeux économiques, on va dire, sont utilisés dans la recherche pour tenter de comprendre comment les gens réagissent face à l'incertitude, face au risque. En fait, ce qu'ont montré les recherches, c'est qu'un pari devient intéressant en moyenne quand les gains dépassent de 2 à 3 fois les pertes. En clair, il faut une perspective de gain nettement plus importante que le risque de perte pour nous faire choisir de parier. Cette fois-ci, vous misez toujours vos 20 francs de départ, mais si vous gagnez, je triple la mise, vous recevez 60 francs. Si vous perdez, je reprends votre mise de départ, 20 francs. Qu'est-ce que vous faites? Là, je joue. Ok. Allez-y. Attention, je sens Jessica fébrile. Yes. Rouge, elle a gagné, Jessica. 9 rouges, impair et manque. Bah, c'est pour vous, prenez-les. Pour gagner 20 francs, le risque de perdre 20 francs, ça vaut pas la peine. Pour 40, ça vaut un peu plus la peine. Si ça avait été ma dernière chance, j'aurais joué. Mais vu que je savais qu'il y avait encore les 60 qui arrivaient après, ben je me suis dit, je vais attendre de miser pour les 60. Et je crois que j'ai bien fait. En fait, le choix de Jessica est influencé par une prédisposition bien ancrée dans notre subconscient. Et c'est au cœur de notre cerveau que tout se passe. Bravo, Jessica. Merci. Merci à vous. Dans le cerveau, 2 systèmes différents s'activent quand nous anticipons des gains ou des pertes. Chacun de ces systèmes a une réponse que nous qualifions de bidirectionnelle. Par exemple, un des 2 systèmes s'active quand nous anticipons un gain, et il s'active proportionnellement au gain qu'on anticipe. Et inversement, il se désactive quand nous anticipons une perte. Le premier système cérébral est centré sur le striatum, une zone de notre cerveau axée sur l'anticipation de la récompense et du plaisir. C'est une zone qui s'active, par exemple, quand on va manger du chocolat, si on aime ça. L'autre système opposé est centré sur l'amygdale. Il s'active notamment quand nous avons peur ou quand nous anticipons une perte ou une souffrance. Et l'étude a montré que le second système cérébral réagit nettement plus vite et plus fortement que le premier. En termes neurologiques, cela s'appelle l'aversion à la perte. Nos processus décisionnels sont très conservateurs. Nous sommes plus sensibles à la perte, aux conséquences négatives des décisions plutôt qu'aux conséquences positives. D'une manière générale, il y a certainement une dynamique évolutive. Il faut imaginer nos ancêtres qui, dans un monde bien plus incertain que le nôtre, devaient affronter des dangers. Avant tout, leur problème, c'était de survivre aux prédateurs. Donc c'est probablement cela qui a fait que certains
certains systèmes cérébraux se sont plus développés que d'autres. Et ils répondent encore de cette manière, dans un monde qui, entre-temps, a beaucoup changé. Combien j'ai sur mon compte déjà? 248 596 €. Faut que je fasse des économies. Vous faites déjà des économies? Je peux faire mieux. Les résultats de notre expérience suggèrent que la radinerie peut être en partie expliquée par les activations cérébrales qu'on vient de voir. Les zones comme l'amygdale, et cela on le sait de manière certaine, sont liées aux émotions et aux sensations négatives comme la souffrance ou l'anticipation de la souffrance. On voit qu'on a là une activation cérébrale qui peut expliquer la souffrance qu'une personne très radine peut éprouver quand elle imagine devoir se séparer de quelque chose ou perdre de l'argent. Mais tu me points là! Mais tu me points ici! Qui est-ce? Arrête, rends-moi mon argent, coquin! Oh, c'est moi! Marie-Claude François-Laugier, d'où vient cette peur de la perte, cette peur du manque? Est-ce qu'il y a un lien entre l'argent et l'insécurité? Oui, parce que l'argent peut combler ce souci de sécurité, à contrario, que nous avons depuis la toute petite enfance et la séparation d'avec la mère, qui peut être une séparation à la naissance d'ailleurs. C'est-à-dire qu'au début de sa vie, le bébé, lui, il n'a besoin que de satisfaire ses instincts primaires, de pouvoir avoir accès au sein intarissable qui satisfait tous ses désirs momentanés et après lequel il s'endort. Plus tard, l'adulte que nous devenons a cette espèce de souvenir inconscient de la protection éternelle que procure le sein de la maman et sa présence et ses bras enveloppants. Et il peut chercher à faire de l'argent pour se rassurer à vie. Beaucoup de personnes ne trouvent pas la sécurité autrement que dans une réassurance matérielle, économique, de gain. Et qu'on peut courir après cela toute sa vie parce qu'on ne pourra jamais combler la peur du vide, la peur du manque et l'angoisse de la finitude et de la mort. Si on résume, ce qui nous pousse à ne pas dépenser et à garder pour soi, c'est la peur du vide. Un vide tout aussi matériel qu'existentiel. Et ceci, quelle que soit la quantité de nos avoirs. Le corollaire à ce manque de générosité pour mieux se rassurer va être un mécanisme bien connu des psychologues, celui de l'accumulation. D'un côté, je ne lâche rien, et de l'autre côté, j'amasse au cas où. Je vous propose de regarder cette expérience réalisée avec nos sujets volontaires, une expérience aussi douce, on y mange du chocolat, qu'instructive. Amasser pour se rassurer, pour apaiser sa peur. Serions-nous tous victimes de ce mécanisme d'accumulation très présent chez le radin? Ce fameux syndrome de l'écureuil. Pour le savoir, nous avons adapté une expérience menée par une équipe universitaire sino-américaine. Sur une table, nous avons placé un dispositif d'écoute, un interrupteur et des pralinés. Donc on leur fait écouter cette musique, là, un morceau classique. Et quand ils positionnent le bouton en bas, comme ça, on a ce son désagréable qui arrive. D'accord. Aurélien, bienvenue. Asseyez-vous sur la chaise rouge. Merci. Et chaque fois que le candidat se sera infligé 5 fois le son désagréable, il aura le droit de prendre un praliné. Ce qu'on cherche à découvrir, c'est jusqu'à quel point les candidats sont capables de s'infliger ces sons désagréables pour accumuler du chocolat. Dans un deuxième temps, nous vous réunirons tous et vous pourrez à ce moment-là manger les chocolats que vous avez obtenus maintenant. Par contre, les chocolats que vous n'arriverez pas à manger tout à l'heure, vous ne pourrez pas les prendre avec vous, il faudra les laisser sur la table, vous ne pourrez pas non plus les donner à vos voisins. D'accord? C'est parti. Anton Dvorak ou chocolat? C'est le choix cruel devant lequel nous avons mis nos volontaires. Le but de l'expérience avec les chocolats est de créer une situation expérimentale
minimale qui cherche à montrer que les gens ont une tendance naturelle à accumuler. La musique constitue une activité plaisante. S'infliger des bruits n'a pas spécialement d'intérêt, surtout si c'est pour accumuler des chocolats qu'on ne pourra pas tous manger après l'expérience. Dans les faits, parmi nos participants, il y avait les raisonnables. Ceux qui ont joué de l'interrupteur à hauteur de leur appétit réel, mais pas plus. Vu qu'on n'avait pas le droit de les emporter avec nous et qu'on devait les manger sur place, je me suis dit qu'il ne fallait pas que je me fasse les yeux plus gros que le ventre, comme on dit. Donc j'ai pris ceux qui me donnaient vraiment envie, assez rapidement, parce que j'avais aussi envie de profiter de la musique. Il y avait aussi ceux pour qui caviarder les sérénades de Dvorak était inenvisageable. Voilà Roberto, 5 minutes de musique classique, pas un seul son. Vous aimez pas le chocolat? J'avais pas envie de couper cette belle musique avec des sons stridents. C'était ça votre... D'accord, parfait. Tout simplement. Merci beaucoup. Enfin, il y a ceux qui ont collectionné bipes et pralinés, ceux qu'on pouvait légitimement soupçonner d'avoir les yeux plus gros que le ventre. Dans l'expérience sino-américaine, ils représentaient l'écrasante majorité. On amasse plus que ce qu'on a besoin. Se protéger pour l'avenir. C'est le syndrome écureuil. Exactement, j'adore les écureuils. C'est-à-dire? Non, oui, c'est peut-être peut-être, inconsciemment, hein, j'entends, mais inconsciemment, le fait de se dire qu'il faut peut-être, oui, penser à l'avenir et garder des vivres pour plus tard et pas tout, des munitions, pour pas tout dépenser sur l'instant. Si notre espèce a survécu jusqu'à présent, c'est peut-être parce qu'il y a une tendance à accumuler, qu'on partage d'ailleurs avec beaucoup d'autres espèces. Tout le monde connaît l'économie de l'écureuil, mais aussi il y a beaucoup d'oiseaux qui font ça. Ils vont accumuler de la nourriture qui pourra être utilisée plus tard. Mais alors le radin, c'est un peu ce qu'il fait, non ? Oui, c'est ce qu'il fait, mais à un niveau excessif. C'est-à-dire que ces possessions ne servent pas à quelque chose, elles ne servent pas à quelqu'un d'autre, elles ne servent à rien. Elles sont leur fin en soi. Elles sont enterrées au fond du jardin, juste pour le plaisir de les avoir. Ce qui est irrationnel, parce qu'on peut faire comme Picsou, en faire une piscine, plonger dedans, mais enfin, à part ça, ça n'a pas une très grande utilité de garder de l'argent sans rien en faire. Alors, voici le temps de manger les chocolats, en tout cas pour ceux qui en ont. J'ai qu'une consigne à vous donner, c'est mangez-les tant que ça vous fait plaisir. Faute de chocolat, certains ont salivé en vain. Tandis que d'autres, pour avoir cédé à notre tendance naturelle à accumuler plus que de raison, n'ont pas réussi à croquer l'entier de leur gain. Vous avez eu les yeux plus grands que le ventre, alors? Peut-être, peut-être. C'est possible. Peut-être c'était déraisonnable. Qu'est-ce qui était déraisonnable? Peut-être l'appât du gain. Expliquez-moi. Bah, même quand je pense que c'est secondaire, peut-être que mon inconscient m'a peut-être dit mange des chocolats. Pour vous, c'est 27,50, s'il vous plaît. Voilà, 30. Tiens, gardez la monnaie. Merci beaucoup, monsieur. À vous, monsieur. Moi, je paye en dernier, moi. Ah, ok. Donc, madame, 16,50 pour vous, s'il vous plaît. Voilà, gardez pour le tips. Merci, quel personnel festois. Donc, c'est à vous, monsieur. Ouais, alors c'est 53,90, d'accord, ils ont mis 50. Je mets 4. Voilà. Ah, ok. Est-ce que c'est possible d'avoir une facture pour les notes de frais? Alors tu vois, ça c'est Picsou. Ouais. Puis lui, il adore l'argent, comme maman. Ouais. Puis là, on va voir si on le trouve pas en train de chercher justement des sous. Tu vois, il fait des bains dans les sous. Mais moi, je fais pas de bain, ça coûte trop cher. Sonia et ses 2 enfants en 2006. À l'époque, elle ne cachait pas sa radinerie.
Elle économisait sur tout. Elle en tirait même une certaine fierté. Je resterai radine. Pour toujours. Nous avons retrouvé Sonia. 12 ans ont passé. La famille s'est séparée. Seule Mélissa partage encore aujourd'hui le quotidien de sa maman. Un quotidien toujours marqué du sceau de l'économie à tout crin. Je te donne le lait pour badigeonner. Merci. À l'époque, vous disiez être radine, mais vous le revendiquiez presque. Oui, parce que pour moi, c'est pas du tout un défaut. J'économise, je veux pas gaspiller, mais je suis pas radine au point que ça me pourrit la vie ou que je pourris la vie des autres. Donc pour moi, c'est pas un défaut. Puis dans le reportage, ça se voyait. Économiser, pour moi, c'est normal. Je déteste cette société de surconsommation où on achète, on jette, on réfléchit pas vraiment. Oh, c'est pas le bon produit, c'est pas grave, on s'en débarrasse. Mais on gaspille des ressources, on gaspille de l'argent. Et pour moi, même si j'avais les moyens, et je le disais déjà à l'époque, je changerais pas. Il faut remonter à l'enfance et à l'exemple parental pour comprendre le souci d'économie de Sonia. Est-ce que vraiment j'étais radine? Économe, oui. Bon, d'accord, oui, j'ai été radine, mais en 2006, je l'étais déjà moins. J'étais vraiment radine quand j'étais adolescente. Parce que là, je prenais exemple sur mon père. Et un sou, c'est un sou, on va pas dépenser plus que ça. Mais lui, par contre, il a vraiment grandi dans la pauvreté. Ce qui n'était pas le cas de ma mère. Donc ma mère est plutôt dépensière encore maintenant. Mais oui, alors adolescente, oui, j'étais vraiment radine. Au point que je voulais pas porter des pulls, par exemple, que j'aimais, que je mettais ceux que j'aimais pas, juste pour ne pas user ceux que j'aimais. Non, mais c'est authentique. Maintenant, j'en ris, je me dis, mais c'est pas possible. Mais là, l'exemple du pull... D'ailleurs, je m'en souviens encore, donc c'est bien la preuve. Contrairement à sa maman au même âge, Mélissa porte les pulls qu'elle aime. Elle a cependant hérité du sens de la récupération de Sonia. Tous les animaux étonnants qui peuplent son univers de jeune femme ont été récupérés, souvent en triste état, soignés et sauvés. Disons que je suis pas devenue radine, mais je suis devenue assez économe. En tout cas, je réfléchis beaucoup avant d'acheter. J'achète pas inutilement, mais je fais un peu moins attention que ma maman dans la mesure où je me fais beaucoup plus plaisir. Comment vous le viviez quand vous étiez enfant? Moi, je le vivais plutôt bien dans la mesure où je comprenais pourquoi, parce qu'on avait vraiment très peu de moyens. Donc c'était un peu... Ouais, c'était un choix finalement, mais il était presque imposé parce qu'on n'avait pas, de toute façon, les moyens de faire autrement. Mais pour moi, je l'ai très bien vécu parce que j'ai compris pourquoi elle a fait ce choix. Et ça m'a vraiment pas dérangée parce qu'on n'était pas privés non plus, on avait quand même tout ce dont on avait besoin. Marie-Claude François-Laugier, est-ce que l'exemple parental, c'est quelque chose d'important dans notre rapport à l'argent? Alors je crois que c'est essentiel parce qu'on se souvient toujours de la façon dont les parents vivaient l'argent entre eux. Soit qu'on s'inscrive contre l'exemple parental, qu'on prenne la diamétrale opposée, soit qu'on répète les injonctions ou qu'on répète les errements de la famille. Malgré nos démarches auprès de plusieurs thérapeutes, nous n'avons pas trouvé de couple qui était d'accord de nous parler de son rapport à l'argent. Ça vous étonne? Non, pas du tout. Parce que les couples vivent très souvent des drames intimes et des disputes quotidiennes sur l'argent qui peuvent entraîner le divorce à terme et qu'ils ne veulent pas en témoigner parce que le couple, c'est encore très intime et l'argent encore plus, donc on n'en parle pas. Mais il faut savoir, en tout cas en France, qu'un couple sur deux avoue, anonymement bien sûr, avoir des disputes financières quotidiennes, ce qui est beaucoup trop,
Et donc c'est un motif de désamour, c'est-à-dire qu'à la longue, à force de parler de l'argent qui doit être un moyen et qui est sinon une matière stérile, c'est un contre-amour. Et celui qui se sent frustré par rapport à celui qui a de l'argent et qui n'en profite pas, peut accumuler des rancœurs intimes très fortes qui réapparaissent dans une séparation. Vous me disiez même que les couples aujourd'hui sont plus prompts à parler de leur sexualité à l'extérieur que de l'argent. Ah, bien sûr, dans les émissions de télévision, il est beaucoup plus facile de trouver des témoins qui parlent de leur sexualité, même un peu dérivée, que de parler d'argent. Ils ne veulent pas. C'est trop intime, c'est trop secret. C'est encore secret et tabou. Hein. Mais le sentiment amoureux, est-ce que c'est quelque chose de quantifiable? Est-ce qu'on peut faire un lien entre amour et argent? Moi, je trouve que le sentiment amoureux n'est pas quantifiable, mais on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche éternellement. Et que dans un couple, l'argent, il intervient au quotidien, à propos de n'importe quelle facture qui arrive. Donc, je préconise, si c'est possible, au moment où on se met en couple, de faire une sorte de budget de préalable assez simple de qui paye quoi, en fonction de ses revenus, et de ne plus en parler pendant 6 mois, de façon à ce que ça n'empoisonne pas la vie quotidienne. Notre rapport intime à l'argent peut donc empoisonner notre vie quotidienne et celle de nos proches. C'était le cas de Christian Junot, notre ancien banquier, radin par peur de manquer. Mais existe-t-il un antidote à la radinerie? Comment vivre une relation saine à l'argent après des années de crispation à ce sujet? C'est le défi que s'est lancé Christian Junot dans un moment clé de sa vie. Bien des années ont passé. Les enfants sont devenus grands. La crise des subprimes de 2008 est passée par là. Christian a fait partie de la charrette des licenciés de l'époque. Dans mon cas, c'était un magnifique cadeau parce que c'est arrivé à point, je vais dire vraiment au moment le plus parfait pour moi. 2 ans avant, je n'aurais pas dit ça. Et à ce moment-là, pour moi, ce qui est devenu beaucoup plus important, qui est devenu plus important que l'argent, c'est le sens que je donne à ma vie. Aujourd'hui, je disais, je ne peux plus mettre autant d'énergie pour quelque chose qui n'a pas de sens. L'argent est resté au cœur de la profession de Christian. Il écrit, coach et n'hésite pas à monter sur scène. Non pas pour apprendre aux autres à en gagner plus, mais bien pour leur éviter d'en devenir esclaves. J'ai travaillé sur Jean de La Fontaine. Je me dis La Fontaine, ah ben oui, La Fontaine, eau, liquide, argent. Vous voyez, c'est un vrai obsédé, hein. Je suis un obsédé, c'est pleinement OK. Je permets à un certain nombre de personnes d'avoir une relation à l'argent plus sereine, plus tranquille. Je permets à un certain nombre de personnes également de pouvoir faire le même chemin que moi, c'est-à-dire de pouvoir avoir une activité qui leur plaît, là où ils s'éclatent, là où ils offrent leur talent unique. Et j'ai une croyance derrière tout ça, c'est que plus nous serons nombreux à faire un métier que nous aimons, mieux notre société se portera. Donc là, je me vois vraiment comme un vecteur de ce chemin-là sur l'aspect argent, pas sur d'autres aspects, permettre aux personnes à ce que l'argent soit un soutien de leur projet de vie, plutôt que ce truc qui empêche d'eux, comme c'était mon cas pendant si longtemps. Sonia aussi a changé. Elle s'interdit d'économiser sur la nourriture. Elle est devenue adepte des achats en vrac. Je prends des produits, surtout alimentaires, de qualité. Avant, je prenais vraiment du bas de gamme, du moment que c'était moins cher. Mais maintenant, je veux de préférence du bio, du complet. Pour moi, c'est juste devenu une évidence. Avec ou sans argent, pour moi, c'est comme ça. Je mets dans la nourriture la qualité. Et surtout, Sonia veille à produire le moins de déchets possible. Elle fabrique beaucoup de choses elle-même et a banni les objets inutiles. Pour vivre, on n'a pas besoin d'avoir des objets. Vivre, on peut le faire. On pourrait être tout nu dans la forêt, on vit. On n'a pas besoin de matériel. Disons que je suis passée d'une certaine forme de pauvreté que je n'ai d'ailleurs jamais ressentie à une simplicité volontaire. Je ne souffre pas de ma situation.
tu serais pas un peu... Un peu quoi? Bah, écolo. Oui, un peu, oui. Chez les Binot, on l'est beaucoup, écolo. Ici, l'écologie a envahi le quotidien de cette famille depuis 4 ans. Tous participent à cette nouvelle manière de vivre. Et dire que cela avait commencé comme un jeu, éviter de devoir payer la taxe au sac et au poids introduite par la commune. On a reçu une carte avec 50 francs, je sais plus maintenant c'est quoi, 50 centimes le kilo de déchets. Puis on s'est lancé le défi, on se dit on la rechargera jamais. C'est pas pour les 50 francs la différence, mais se lancer ce défi permet d'avancer vers un objectif. Et puis en faisant ce chemin, vous découvrez qu'il y a d'autres choses que vous pouvez faire plus simples. Et les résultats à la fin sont juste impressionnants. Plus qu'impressionnant, la famille a pu réduire ses dépenses de 40%. De quoi permettre à Nathalie, auparavant active dans le secteur marketing de grandes entreprises, d'arrêter carrément de travailler. Aujourd'hui, un salaire a disparu et il ne nous manque pas aujourd'hui. Donc Nathalie a décidé il y a quelques temps de se consacrer à son association. Aujourd'hui, il n'y a pas de salaire qui rentre. Si on m'avait exposé la chose il y a 4 ans, je serais rentré en mode panique parce que je ne pensais pas qu'on pouvait boucler le mois en supprimant le salaire. Aujourd'hui, finalement, on s'en sort mieux qu'avant. Nathalie, est-ce que vous êtes devenue radine en pratiquant le zéro déchet? Le terme radin est peut-être un peu négatif dans ma tête, mais si je dois être radin pour dire au monde non, tes objets, je ne les veux pas, là oui, c'est clairement le superflu, je ne le veux plus. Alors voilà, après c'est le terme, j'aurais plutôt dit que je consomme intelligemment. Voilà le contenu de l'unique poubelle de la famille Binot au bout de 6 semaines. Elle ne contient que des objets non recyclables et non compostables. En termes de déchets, ça fait quand même une belle différence. Un petit peu quand même. Bon, c'est encore mieux de comparer à la moyenne suisse qui est de 300 et quelques kilos par année par personne. Et nous, l'année passée, on était à 4 kilos par personne. Donc ça fait plus qu'un voyage à la déchetterie au lieu d'aller tous les samedis. Et cette traque aux déchets a changé la manière de consommer de la famille. Pour moins en produire, on est retourné à une consommation de proximité plutôt qu'en supermarché. Fini les achats compulsifs au détour d'un rayon. Fini aussi les achats de produits qui ne peuvent être transportés dans des sacs ou des bacs récupérables. Une manière d'éviter la production de déchets dont il faudra payer l'élimination. On a commencé par là, dire est-ce qu'on est allé tout timidement demander si on peut l'avoir dans notre sac. 4000 feuilles dans la petite boîte comme d'habitude. Ouais, voilà. Merci. Ça s'est un peu construit tout seul. Et en plus, les commerçants étaient intéressés et trouvaient ça même super si tout le monde venait comme ça. Et voilà, volontiers avec plaisir. Voilà, un petit échange, merci. On a très vite senti la diminution parce que finalement, on a quoi dans la poubelle? Si on n'a pas un enfant en bas âge, le gros est probablement le plastique. Fondamentalement, ça a changé la réflexion à l'acte de l'achat. Le moment où on doit acquérir quelque chose et ramener dans le foyer, on se pose beaucoup plus la question aujourd'hui, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce qu'il n'y a pas une version moins emballée? Est-ce qu'il n'y a pas une version plus durable? Donc typiquement, on achète gentiment des choses plus chères, mais qualitativement plus intéressantes. Quand on a un appareil électronique, on le regarde. Si on ne trouve pas de vis, si on se dit que tout est moulé, puis que ce sera impossible à réparer, on essaie d'éviter. Moins d'achats, moins de dépenses. Et ce qui est acheté doit durer plus longtemps. Les objets qui montrent des signes de fatigue, on essaye d'abord de les réparer. Au pire, on les recycle. On ne jette jamais. Les ustensiles ménagers ont été ramenés au strict minimum.
chaque fois que j'ouvre cette armoire, j'ai l'impression que j'étouffe. Et les objets qui s'avèrent inutiles ou redondants sont impitoyablement vendus ou donnés. Au fil des années, les bibliothèques ont disparu et les armoires se sont vidées. Tu veux faire des cakes, tu fais souvent 2 cakes en même temps? Le minimalisme est partout. Dans un comportement qui, il y a quelques années, pouvait peut-être être perçu comme un peu mesquin, maintenant on peut dire, voilà, je suis dans la simplicité volontaire, je fais attention à l'environnement, et ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus valorisé. Mais je pense que c'est pas que ça, il y a aussi une prise de conscience qu'on observe de plus en plus. Les gens font de plus en plus attention à leurs dépenses. On voit qu'on suit son effrayon, par exemple, des secondes mains, par exemple, de faire circuler les biens pour essayer en tout cas pour un certain nombre de personnes, de réduire un petit peu sa consommation, de consommer autrement, de consommer mieux. Donc voilà, il y a ces dimensions qui s'entremêlent. L'argent ne tombe pas comme ça du ciel, il faut le gagner, il faut travailler. Le dépenser de manière intelligente, ça a un certain sens. Et si pour obtenir un équilibre, il faut être radin par moment, je pense que oui, il faut être proche de ses sous. Parce qu'on les a transpirés, on les a gagnés, donc il ne faut pas les dépenser bêtement, je pense que oui, là, il y a une vraie réflexion. Grâce à ce mode de vie et puis après tout ce toutes les réflexions qu'on fait, j'ai pu aussi me détacher un peu de l'argent en me disant que j'aimerais pas faire le défi, mais je pourrais y envisager de vivre avec beaucoup moins. J'ai comme de renouer avec la terre, en dire, mais finalement, je pourrais aussi planter des choses et puis faire grandir des fruits, des légumes, et puis vivre comme ça. Si on prend l'exemple des personnes économes et responsables, est-ce que d'après vous, c'est des personnes qui cachent leur radinerie derrière des valeurs héroïques, belles? Alors elles peuvent cacher leur souci d'économie, de prudence derrière le souci de la décroissance, mais je crois que c'est quand même une remise en cause complète par certains couples et certaines familles dont j'ai des exemples, de tout le système de mondialisation et de capitalisation libérale. Le rejet du système, de la surconsommation, de la mondialisation, de l'ultralibéralisation, de la croissance des inégalités peut entraîner un choix d'autres vies, plus basées sur le troc, la fabrication d'objets pour soi-même, l'échange, et une certaine ascèse, une certaine frugalité aussi, et ne pas frénétiquement acheter, consommer, surconsommer, pour répondre bien sûr aux injections de la publicité, mais pour répondre surtout à nos problématiques intérieures du manque et du vide. On se remplit souvent avec les objets. Comme Christian Junod, notre banquier repenti, vous avez vous aussi une autre vie, une vie liée au monde de la finance. Vous avez commencé il y a pas mal d'années déjà à écrire sur la question de notre rapport à l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Pourquoi ça vous questionnait tellement? Alors je trouvais que les gens n'en parlaient pas assez et que j'avais vu trop de violence et de passion dans les rapports à l'argent, dans certains mondes professionnels, pas seulement financiers, industriels aussi, que j'avais envie un peu de désacraliser ce sujet tabou et d'expliquer pourquoi l'être humain a tellement placé l'argent au centre de ses préoccupations. C'est devenu un sujet dont on parle enfin, dont on peut parler sans se voiler la face et sans en avoir honte. Sauf ceux qui, évidemment, sont animés par la culpabilité permanente. Marie-Claude François Laugier, merci. Merci à vous de m'avoir invité surtout. Notre ex-banquier s'est en grande partie affranchi de sa pingrerie. Aujourd'hui, il sait à qui il le doit. En fait, quand mon fils m'a traité de radin, aujourd'hui, je le vois comme un cadeau. Parce que ça a été un déclencheur, un détonateur pour moi, pour vraiment m'occuper de ça, pour ne plus que ça arrive. Donc aujourd'hui, je pourrais vraiment, si je l'avais là juste un instant en face de moi, je pourrais lui dire merci d'avoir osé. Est-ce que vous êtes encore radin? Ça dépend encore une fois ce qu'on met dans le mot radin. Des fois, ça peut m'arriver de me percevoir comme radin quand je suis dans la rue. Par exemple, à Paris, je vais souvent où il y a beaucoup de gens qui demandent de l'argent et
Des fois, j'en donne, des fois, j'en donne pas. Je me dis, oh là, tu pourrais quand même donner quelque chose. Donc, je vois bien que ça comme des conflits intérieurs qui se passent parfois à certains moments. Bon, c'est pas pour autant que je me vois comme radin, mais en tout cas, je vois que ça vient me travailler, ce qui se passe entre moi et ces personnes qui sont dans des besoins différents des miens. Vous disiez, ce qui me rendait un peu radin à l'époque, c'était la peur de manquer. Cette notion de peur et d'argent, c'était comme une autoroute à 4 pistes ou 6 pistes dans ma tête, donc quelque chose qui se faisait très rapidement. Et puis, jusqu'à que ça devienne un petit chemin de campagne et qu'il y ait une autre route qui prenne le dessus, qui est une route qui est plus dans la confiance, ça prend du temps en fait. Et il est bien possible que ces peurs-là seront toujours présentes, mais toujours moins souvent et toujours moins fortes. Et je suis OK avec ça. Ça peut pourrir la vie, la relation qu'on a avec l'argent? Complètement, complètement. Et vous n'imaginez pas le nombre de familles, de relations que je vois qui sont pourries pour des questions d'argent. Justement parce qu'on ne voit plus l'argent comme un simple rôle d'échange. Les personnes voient l'argent pour ce qu'ils projettent dessus. Donc certains, l'argent représente leur liberté, leur sécurité. D'autres, une source de conflit, quelque chose de sale. Donc automatiquement, comme ils ont des perceptions différentes de l'argent, ils ont des comportements différents de l'argent. Et tant qu'ils n'ont pas conscience de ça, les gens n'arrivent pas à se rencontrer, n'arrivent pas à se comprendre dans leur comportement avec l'argent. L'argent, est-ce que ça permet de tout acheter? Oh que non, et heureusement d'ailleurs. Ça permet d'acheter qu'une partie, mais l'amour ne s'achètera jamais par l'argent. La qualité des relations ne s'achètera jamais par l'argent. La capacité à être dans la gratitude pour la vie, à s'extasier devant la beauté de la vie, ne s'achètera jamais par l'argent. L'essentiel ne s'achète pas et l'amour en fait clairement partie. Ouais. L'essentiel, c'est ce qui fait une réelle différence dans nos vies. Et ça ne s'achète pas. Voilà, Dans la tête de, c'est terminé pour ce soir. Si vous voulez voir ou revoir l'émission, elle est en tout temps disponible sur Play RTS. Vous pouvez également nous laisser un commentaire à notre adresse mail ou sur notre page Facebook. Je me joins à toute l'équipe pour vous souhaiter une très belle soirée. À bientôt.